Bienvenue une fois de plus dans ce programme. C'est le Morning Call, je suis Nyasha Kemoutizwa. Après la Russie, l'Allemagne et plus récemment l'Algérie, c'est au tour de la République du Congo d'organiser une réunion consacrée à la crise libyenne. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a accueilli et dirigé la 8e réunion du Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye le jeudi 30 janvier. Partant du constat que l'ONU peine à apporter des solutions probantes et que la situation empire, l'Union africaine veut désormais jouer un rôle dans la résolution du conflit libyen. La crise libyenne à nouveau au cœur des discussions ce jeudi en République du Congo. Des leaders africains tentaient à leur tour de trouver des solutions au conflit en Libye lors d'une rencontre qui se tient à Brazzaville, la capitale congolaise, 10 jours après la conférence à Berlin. La 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye devrait marquer un tournant dans le règlement pacifique du conflit. Selon la présidence congolaise, cette réunion vise à rechercher des solutions en vue de la résolution de la crise libyenne telle que recommandée par la dernière conférence de Berlin, une tâche qui s'annonce titanesque. Les deux protagonistes du conflit étaient absents à l'ouverture des travaux aux côtés du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et du représentant de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Après la Russie, l'Allemagne et l'Algérie, c'est le tour de la République du Congo de s'inscrire dans cette logique de paix. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Congo, Jean-Claude Ngakosso, avait plaidé, je cite, pour une solution africaine au conflit. Et justement, pour parler de cette réunion du Haut Comité de l'UA sur la Libye qui s'est achevée ce jeudi à Brazzaville, nous avons en place Amelia Martha Nakitimbo, journaliste à la rédaction d'Africa News. Amelia Martha, bonjour, comment allez-vous ce matin? Bonjour Ruth, je vais très bien et vous? Je vais très bien, merci. J'en profite aussi pour dire bonjour à Nyasha, que je n'avais pas salué. Bonjour Nyasha. Bonjour Amelia Martha. Bonjour Nyasha. Ok, Amelia Nakitimbo, à l'issue de cette réunion qui s'est tenue hier à Brazzaville, une feuille de route a été établie en vue de la tenue d'un forum de réconciliation nationale. Pensez-vous que ces conclusions pourront aboutir à la résolution de cette crise libyenne? Bien Ruth, la réunion d'hier, tout comme les précédents sommets tenus pour trouver des solutions aux problèmes libyens, m'ont donné l'impression d'une approche condescendante, c'est-à-dire forger des solutions au plus haut niveau de leadership en Afrique, en Europe et en Asie, représentés par la Chine, puis essayer de forcer ces solutions aux frontières de la Libye. Mais il y a une voix qui a été constamment ignorée et c'est la voix du peuple libyen ordinaire, véritable victime de ce conflit armé et des troubles économiques. Je n'ai pas entendu leurs besoins et leurs demandes pour l'avenir de la Libye. La tentative la plus proche et complète des civils de présenter leurs besoins dans le seul but de favoriser la croissance est le rapport de 2018 d'un collectif nommé The Libyan National Process. Certes, leur principale exigence est que la paix revienne immédiatement et en effet, il y a eu des appels répétés à un cessez-le-feu de différentes parties internationales. Mais quel est exactement le plan directeur des négociateurs actuels pour la Libye après l'arrêt des combats? Cette question fait toujours ressortir la principale préoccupation dont la Libye souffre depuis le meurtre de Muammar Kadhafi en 2011. Et la question aujourd'hui est de savoir comment et qui fera avancer le pays. Lors de la réunion de jeudi, l'accent a de nouveau été mis sur les dirigeants des deux parties belligérantes, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, dirigé par Fayez al-Sarraj, et l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar. Ce qui est inévitable si l'on veut parvenir à un cessez-le-feu. Mais là encore, en supposant qu'au lieu de nourrir la partie belligérante, les acteurs internationaux choisissent plutôt de subvenir aux besoins des gens ordinaires, alors cette guerre ne sera probablement pas aussi vaste et destructrice que nous le voyons actuellement. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ne respectent pas ces sommets et appellent au cessez-le-feu. Amelia, il est intéressant que vous évoquiez la question des acteurs internationaux. Quelle influence pensez-vous qu'ils ont sur le rétablissement de la paix en Libye? Il y a eu une condamnation générale pour l'influence extérieure en Libye, même par les pays même qui contribuent à cette influence. Par exemple, la semaine dernière, le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué le général Haftar, le qualifiant de soldat rémunéré, mais la Turquie elle-même
fait partie des pays qui auraient récemment fourni des armes à la Libye et envoyé des troupes pour renforcer le gouvernement du GNA reconnu par l'ONU. Cela viole fortement l'embargo des Nations Unies sur les armes destinées à protéger les civils. Si vous emmenez des troupes nouvellement entraînées sur un champ de bataille, vous les encouragez à combattre et non à pacifier, car elles ne croiseront pas les bras. Et en représailles, les alliés de Khalifa Haftar, comme les Émirats arabes unis par exemple, décideront également de renforcer leurs troupes. Et ce cirque ne fait que perpétuer la guerre au lieu de conduire à un cessez-le-feu, et c'est contre-productif. En fait, cette semaine seulement, 3 écoliers ont été tués après une attaque à la roquette près de leur école. Le GNA a déclaré qu'il avait également détruit des missiles envoyés par Haftar. Il y a également des raisons de croire que l'approche d'un règlement inclusif axé sur les civils n'a pas de chance sérieuse dans ces discussions parce que les parties internationales poursuivent chacune leurs propres intérêts égoïstes. Pour le moment, l'envoyé de l'ONU en Libye, Gassam Salamé, est porteur d'espoir pour représenter la voix des civils. Après tout, il a joué un rôle déterminant dans la rédaction du rapport de 2018 qui recueillait des témoignages des civils, même dans les villages les plus éloignés. Dans ce rapport, les civils libyens ont également rejeté l'influence extérieure, mais ont demandé à plusieurs reprises une assistance internationale. Mais la frontière est mince entre l'aide extérieure et cette influence. Et à mon avis, tirer des solutions sur la Libye sans impliquer des civils est une influence et non une aide. Eh bien, Amélie, avant de vous laisser partir, une dernière question. On voit dans ces derniers temps que l'Afrique a décidé de se faire entendre, de faire entendre sa voix dans cette résolution de la crise avec des chefs d'État comme celui de l'Ouganda, Yoweri Museveni, qui martelait que l'Afrique avait trahi la Libye. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que l'Afrique a-t-elle réellement pris conscience de son rôle à jouer dans cette résolution de cette crise ? Bien, comme nous l'avons vu dans le rapport précédent, le président congolais Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a reporté la prise de décision au sommet prochain de l'Union africaine qui se tiendra à Addis Abeba au mois de février. Il a dépeint l'espoir que l'Afrique puisse assumer ses responsabilités. Et d'autre part, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a demandé le déploiement d'observateurs militaires pour surveiller le cessez-le-feu. Mais comme il n'y a pas d'armée conjointe de l'Union africaine, le véritable test sera de savoir quels pays seront prêts à déployer leurs troupes sur le terrain en Libye. Et ce n'est pas la première fois que cela est suggéré. Depuis 10 ans, cela existe. Il y a une décennie, et je trouve qu'au fil des années, les efforts de l'UA pour la paix en Libye ne sont pas du tout convaincants. Malheureusement, des voix extérieures d'Europe et du Moyen-Orient éclipsent la voix du continent africain. En fin de compte, les pourparlers ne devraient pas porter uniquement sur Sarraj ou Haftar, mais sur le bien-être des 1,2 million de civils. Le bien-être des populations libyennes, ce qui devrait passer avant, on va dire, les différents points ou les différents comment dire, avantages de tous ces hommes politiques qui sont au devant de la scène. Il s'agit par exemple du Faisal Sarraj ou encore du maréchal Khalifa Haftar. D'abord, le bien-être des Libyens. En tout cas, merci Martha Nakitimbo pour tous ces éclairages. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction d'Africa News.